Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, nous allons consacrer la première partie de notre émission à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. De négociations de haut niveau ont eu lieu récemment à Washington avec des progrès substantiels pour les deux côtés. Est-ce que les deux parties vont voir bientôt le bout du tunnel ? Et d'ailleurs, le Fonds monétaire international a encore baissé ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale. Quelle sera la conséquence de cette guerre commerciale? Et dans la deuxième partie de notre émission, nous allons parler du déplacement du président chinois Xi Jinping en Inde et au Népal. Et nous allons analyser ces enjeux géopolitiques. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau M. Wu Zexia, notre commentateur régulier de l'émission. Vous êtes ancien diplomate, bienvenue dans notre émission. Bonjour. Et on voit que cette fois, les deux parties, la Chine et les États-Unis, se sont tous montrés satisfaits du résultat de ce tour de négociation. Quels sont, selon vous, les résultats les plus importants de ce tour de négociation? Je crois que les deux parties ont donné le même message. On a enregistré des progrès substantiels dans plusieurs domaines, c'est-à-dire dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle, dans le domaine des taux de change, dans le domaine des services financiers, dans le domaine de l'élargissement de la coopération commerciale, dans le domaine du transfert de la technologie, dans le domaine du règlement des litiges commerciaux. Donc ce sont des domaines sensibles pour les deux parties. Alors si les deux parties passent le même message, cela donne un signal tout à fait encourageant. Il faut savoir une chose, c'est que ce conflit a été déclenché par les États-Unis. Pour la Chine, elle n'a jamais voulu un tel conflit. Donc dès le départ, elle a fait simplement de réagir. D'accord ? Et si on veut savoir si cette fois-ci c'est vraiment pour de bon, si les États-Unis sont vraiment sérieux, il suffit de voir la réaction côté États-Unis. Parce que côté Chine, c'est toujours clair. Donc pas de conflit voulu de la part de la Chine. Et cette fois-ci, justement, le président Trump a dit ceci. En effet, les deux parties ont obtenu des résultats substantiels, les premiers résultats substantiels. Il a dit que c'est une bonne nouvelle pour les deux pays, mais aussi pour le monde entier. Et il espère que les deux équipes de travail continuent à négocier pour arriver à un accord. Si le président Trump passe un message de ce genre, nous avons toutes les raisons de croire que cette fois-ci les Américains sont plus sérieux, ils ont plus de volonté de faire aboutir les choses. On espère bien que cette fois-ci ce sera vraiment quelque chose de bon. Mais finalement, avant ce tour de négociation, on a vu il y a des mesures quand même très désencourageantes. Par exemple, les États-Unis ont placé sur la liste noire 28 entités chinoises et utilisé les droits de l'homme comme prétexte pour faire pression sur la Chine. Donc, pourquoi cette fois, dans ce tour de négociation, est-ce que c'est un peu surprenant que les deux parties puissent aboutir à un résultat assez satisfaisant? Ce n'est pas surprenant du tout. Il faut savoir que les États-Unis n'ont jamais cessé de jouer des petits jeux, c'est-à-dire faire des pressions sur la Chine à travers les divers dossiers. Ce n'est pas la première fois qu'ils profitent du dossier de Xinjiang, sous prétexte des droits de l'homme, pour exercer des pressions sur la Chine. Récemment, ils ont aussi joué la carte de Hong Kong. Les représentants, la Chambre des représentants américains vient d'adopter aussi un projet de loi concernant une résolution concernant le dossier de Hong Kong. Nous, on est habitués. Est-ce que les pressions américaines exercées sur la Chine produisent un effet côté chinois? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout, parce que ce sont des dossiers, ce sont des affaires intérieures de la Chine, et le gouvernement chinois gère parfaitement bien la situation. On maîtrise sans aucune difficulté les situations. Du coup, les pressions
Pour nous, ce sont des petits jeux. Voilà. Donc il ne faut pas mélanger les dossiers, parce que ce n'est pas parce qu'il y a des pressions pour d'autres dossiers qu'on bloque le dossier qui peut progresser. Voilà. Donc nous, on est tout à fait raisonnable. Voilà. Donc, puisqu'il n'y a aucun effet pour les autres dossiers, alors pour ce dossier-là, eh bien, si l'autre partie, c'est-à-dire notre partenaire américain, a la volonté de faire avancer les choses, mais pourquoi pas. Bon, du coup, voilà, on a pu progresser. Voilà. Mais encore une fois, j'aimerais bien insister, parce que ce sont les Américains qui se montrent cette fois-ci plus sérieux. Mais on a vu que avant, il y a d'autres tours de négociation. Des fois, on a aussi vu des résultats encourageants, mais après, il y a toujours un volte-face avec des changements. Donc, pensez-vous que cette fois, les choses vont se reproduire comme on a vu pendant les dernières fois? Mais justement, on a connu justement à plusieurs reprises des volte-face de la part des Américains. C'est pour ça que cette question doit être posée encore une fois aux Américains. Mais et comme j'ai dit tout à l'heure, mais cette fois-ci, on a l'impression que côté américain, c'est plus sérieux. Voilà, surtout le président Trump a passé un message plus affirmatif. Voilà. Cela suppose que cette fois-ci, ça pourrait être bon. Encore une fois, ça dépend uniquement de la volonté des Américains de faire progresser ou de faire reculer les choses. Bon, je pense que la raison veut que les Américains comprennent les conflits commerciaux contre la Chine ne servent absolument à rien s'ils veulent embêter la Chine. Voilà. Les résultats sont très patents, c'est-à-dire ce sont les consommateurs américains et les importateurs américains qui en font les vrais. Alors, c'est vrai, certains exportateurs chinois, voilà, connaissent des difficultés, mais dans l'ensemble, pour la Chine, le commerce extérieur de la Chine, même les échanges commerciaux avec les États-Unis, durant l'année dernière, n'a pas du tout été vraiment affecté par les pressions américaines. Ça a encore progressé. Et pour les 3 premiers trimestres de cette année, le commerce extérieur de la Chine a encore progressé de 2,8%, alors que la prévision pour le volume des échanges commerciaux dans le monde, c'est seulement 1, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc pour la Chine, c'est vrai, c'est pas très heureux, c'est pas gentil surtout, mais il n'y a pas vraiment une conséquence insupportable. Bon. D'ailleurs, les entreprises chinoises qui sont affectées commencent à diversifier leur marché, voilà, à revoir le produit aussi, voilà, parce que pour s'adapter à la nouvelle situation, les entreprises chinoises font beaucoup d'efforts. Bon. Du coup, voilà, côté chinois, il n'y a aucun effet. C'est aux Américains de comprendre. Voilà. Ça ne sert absolument à rien s'ils veulent faire plier les Chinois sur le plan commercial. Voilà. La solution pour leurs difficultés économiques se trouve chez eux, c'est-à-dire restructurer le système économique, voilà. Rendre l'économie américaine plus compétitive, voilà. Axer, par exemple, l'économie sur l'industrie, au lieu de s'intéresser essentiellement aux transactions financières. Ce sont ce genre de choses qu'il faut voir. Ce n'est pas une guerre commerciale contre la Chine qui peut faire changer la situation. Bon, j'espère bien que cette fois-ci, les Américains ont compris. Voilà, j'espère bien. Mais c'est vrai qu'on a vu que cette fois, les États-Unis sont montrés plus optimistes que côté chinois. On voit que côté chinois, on montre surtout assez prudent, mais côté des États-Unis, le président Trump a d'ailleurs affirmé très directement que, je pense, nous sommes très proches de la fin de la guerre commerciale. Donc, pensez-vous que cette fois, finalement, on a une chance qu'on voit le bout du tunnel, ou comment jugez-vous l'état actuel de la situation? Bon, côté chinois, vous avez utilisé le terme prudent. Bon, les Chinois sont toujours prudents, mais tant que les résultats ne sont pas tangibles, on fait des efforts pour arriver à un résultat plus tangible. Bon,
Aujourd'hui, quelle est la position chinoise exactement? C'est la même. La position chinoise, c'est toujours la même. Voilà. Nous ne voulons pas un conflit. Voilà. Nous n'avons pas peur de ce conflit. Et si jamais les États-Unis veulent continuer, on les accompagne. Bon, bien sûr, dans un sens inverse, si les États-Unis montrent une volonté d'arriver à un résultat heureux, pour la Chine, tant mieux, tant mieux. Dès le début, ce n'est pas la Chine qui a donc déclenché ce conflit. La Chine fait toujours des efforts pour permettre à ce conflit de disparaître. Mais le président américain Trump a affirmé de vouloir signer un accord partiel avec le président chinois lors du sommet de l'APEC au Chili à mi-novembre. Donc pensez-vous que ce sera une éventualité, une possibilité? Mais encore une fois, ça dépend des Américains. Ça dépend des Américains parce que côté chinois, il n'y a aucune difficulté de mener des négociations sur la base de respect mutuel et sur la base d'égalité, voilà, avec nos partenaires américains pour arriver à un résultat qui profite à tous. Parce que il faut savoir que, voilà, non seulement ce conflit affecte les relations commerciales entre les pays, mais ça a une conséquence aussi négative sur l'ensemble de la croissance économique du monde. C'est vrai qu'on voit que le Fonds monétaire international a récemment encore baissé ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale et selon le chef économiste de FMI, il a affirmé tout simplement qu'avec une croissance aux alentours de 3%, il n'y a pas de marge pour des erreurs politiques. Donc, comment voyez-vous l'influence et la conséquence de cette guerre commerciale sur l'ensemble de l'économie mondiale? Il a raison. Voilà, l'économiste en chef du FMI a raison de dire il ne faut pas commettre des erreurs. Voilà, parce que la prévision suivant FMI donne un avenir plutôt sombre. Voilà, parce qu'il y aura moins de croissance. C'est tout à fait négatif. OCDE disent la même chose. Voilà. Les observateurs de OCDE disent que probablement avec ce conflit pour l'année prochaine il y aura 0,7% de croissance de moins. Voilà. Donc voilà, c'est tout à fait déplorable, tout à fait déplorable. D'ailleurs, à propos de ce terme erreur, je me rappelle que le président chinois, M. Xi Jinping, a bien dit ceci lors du sommet de G20 qui a eu lieu en juin dernier. Il a dit il ne faut absolument pas commettre des erreurs historiques irréparables à cause des visions courtes, momentanées. Voilà. C'est dans le cadre du sommet du G20, lorsqu'on parle justement du protectionnisme, de l'isolationnisme, qui commence à se faire sentir dans le monde entier, donc il faut que la raison revienne. Il faut que la raison revienne. Nous espérons bien que cette fois-ci, les Américains sont effectivement très très sérieux. Ils ont vraiment compris l'enjeu. Ils ont compris surtout que ça ne profite pas du tout aux États-Unis. Et ça n'a aucun effet sur la Chine. S'ils veulent faire plier la Chine, eh bien, ils reviennent de la raison. Ils veulent bien, cette fois-ci, conclure un accord avec la Chine pour régler ce problème une fois pour toutes. C'est vrai que même sur le court terme, on voit que ça n'a pas résolu le problème du départ, c'est-à-dire que le président américain voulait au départ de corriger la balance commerciale, mais ça n'a pas marché non plus parce que c'est pas le mécanisme de guerre commerciale qui va corriger la balance commerciale, c'est plutôt la structure de l'équilibre commercial aujourd'hui des produits intermédiaires ou la façon dont on calcule l'excédent commercial ou le déficit. Vous parlez de balance commerciale, mais il faut savoir le déficit ou l'excédent en soi ne veulent pas dire les profits des uns et le manque d'intérêt des autres. Pas du tout. Mais si dans les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis,
Bon, en apparence, en termes des échanges de marchandises, c'est la Chine qui est excédentaire. Mais il faut savoir que ce sont des affaires. Les affaires sont basées sur des intérêts réciproques. Alors, les importateurs américains achètent des produits chinois. Les Chinois, c'est vrai, gagnent de l'argent. Mais les Chinois donnent des marchandises. Voilà, c'est un échange tout à fait équitable. Et les marchandises de meilleur rapport qualité-prix profitent énormément aux consommateurs américains. C'est d'ailleurs pour cette raison que les importateurs américains continuent à importer des produits chinois, malgré les mesures de taxation de manière plus forte l'année dernière. Mais c'est vrai que durant les 3 premiers trimestres de cette année, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis ont baissé. Mais les importateurs américains se plaignent. Et puis les autres entreprises américaines qui sont basées en Chine, ils continuent à augmenter leur investissement en Chine. Un autre aspect concernant la balance, sur les échanges de commerce de services, ce sont les États-Unis qui sont excédentaires. Et la Chine n'a jamais protesté parce que c'est normal, ce sont des échanges voulus par 2 parties, c'est-à-dire par les fournisseurs et par les acheteurs. Donc les affaires sont des affaires. Il ne faut pas exploiter les termes de l'excédent ou de déficit. D'ailleurs, la Chine ne cherche pas délibérément l'excédent. La Chine a déjà organisé une foire internationale d'importation. Il y aura bientôt, le début du mois prochain, la 2e foire internationale d'importation. Une grande première dans le monde, c'est la Chine qui a organisé ce genre d'activité pour importer davantage. On n'a pas suffisamment de temps de parler davantage et on va marquer une petite pause et puis on va revenir très vite pour la 2e partie de notre émission. Le président chinois Xi Jinping s'est rendu début octobre en Inde pour la 2e réunion informelle des dirigeants chinois et indiens et il a également effectué une visite d'État au Népal. Et en fait, on voit que cette réunion informelle, c'est pratiquement une invention pour la relation entre la Chine et l'Inde, et la première réunion informelle a eu lieu à Wuhan en Chine. Donc, que pensez-vous de ce concept de réunion informelle? En quoi cela diffère-t-il des visites officielles? À mon avis, c'est en effet une invention géniale. Une invention géniale pour gérer des relations qui sont dans l'ensemble normales et amicales, mais qui sont quand même un peu affectées par certains litiges. Il faut savoir qu'entre l'Inde et la Chine, il y a toujours un litige frontalier. Et on se rappelle qu'il y a 2 ans, alors malheureusement, il y a un incident qui s'est produit à la frontière entre la Chine et l'Inde, qui a duré un certain temps, mais très très heureusement, à la fin, on a réussi à régler le problème. Bon, mais à partir de là, on doit réfléchir. Il faut éviter ce genre de choses qui affectent les relations sino-indiennes qui sont dans l'ensemble bonnes. Du coup, l'année dernière, on a organisé une première rencontre informelle. Pourquoi informelle? C'est pour permettre aux dirigeants des 2 pays de pouvoir échanger leur programme de vie de façon approfondie, sans protocole. Une rencontre informelle, à mon avis, c'est génial parce qu'en effet, à Wuhan, déjà, lors de la première rencontre, les 2 dirigeants ont réussi à faire avancer de façon déterminante, à mon avis, parce que ça a marqué un tournant, puisque il y a eu cette tension que j'ai évoquée, et puis ça a vraiment fait tourner la page de façon significative, parce qu'on s'est mis d'accord. C'est vrai, on a des problèmes, mais il faut rester raisonnable, sage, gardons le sang-froid, régler les problèmes par des négociations, au lieu d'avoir un incident, risquant de provoquer des choses plus graves. Je crois que ça, c'est
le résultat le plus important de la rencontre de Wuhan. Et cette fois-ci... Quels sont les résultats les plus importants cette fois? D'abord, c'est toujours cet aspect de confiance mutuelle. Parce qu'on a eu une première rencontre, mais on se pose certainement la question, est-ce que ça va durer? Est-ce que ce sera un mécanisme constant, durable, efficace pour toujours encadrer les relations sino-indiennes dans la meilleure voie? Voilà. Eh bien, ce qu'on a constaté, c'est que c'était très bien passé. Cette deuxième rencontre confirme que les deux pays sont déterminés à poursuivre cette voie. D'ailleurs, le président Xi a été très très chaleureusement accueilli par la population indienne lorsqu'on a vu des scènes d'accueil. C'est touchant, hein, c'est émouvant, et c'est très heureux. Je pense que c'est heureux pour les Indiens, c'est heureux pour les Chinois. Mais on a surtout constaté que cette fois, ils ont visité les temples, ils ont vu des spectacles en plein air, en fait. Donc il y a beaucoup d'activités culturelles et on voit que les deux parties ont spécialement souligné les échanges entre deux civilisations anciennes. Donc pensez-vous que cet aspect culturel aura un rôle à jouer dans la relation future entre la Chine et l'Inde? Évidemment, la culture rapproche toujours les gens. Les êtres humains se rapprochent facilement lorsqu'on évoque l'aspect culturel, parce que c'est ça qui permet à tout le monde de voir les choses sur la même longueur de vie. Parce que les dossiers politiques, et des litiges frontaliers, parfois cela n'est pas toujours très facile à comprendre pour l'opinion publique. Par contre, lorsque vous avez des activités, des échanges culturels qui permettent à chaque peuple de connaître mieux l'autre peuple, il y aura plus de possibilités de compréhension mutuelle et justement pour mieux comprendre les nœuds des problèmes politiques, y compris les litiges frontaliers. À ce moment-là, cela facilite énormément le règlement des litiges. Mais cette fois-ci, c'est vrai, l'atmosphère tout à fait tendue et sympathique, parce que l'aspect culturel, c'est toujours sympathique. Et les deux dirigeants ont profité, bien sûr, de cette atmosphère détendue pour confirmer encore une fois la volonté politique des deux pays de continuer à mener une coopération digne des deux pays de grande civilisation et à mieux gérer les conflits surtout. Le président chinois, Xi Jinping, a encore évoqué les symboles des deux pays, c'est-à-dire le dragon pour la Chine et l'éléphant pour l'Inde. Ce sont des symboles des deux pays. Déjà à Wuhan, il a dit ceci, il faut que le dragon et l'éléphant dansent ensemble au lieu de se rivaliser. Et cette fois-ci, il a affirmé cette idée en disant faire danser ensemble le dragon et l'éléphant, c'est le seul c'est le seul choix correct pour les deux pays. L'avenir des relations sino-indiennes, c'est pas uniquement pour les deux pays, c'est aussi pour la région. Si on pense que les deux pays comptent chacun plus d'1 milliard d'habitants, il faut savoir que les relations sino-indiennes qui se développent dans les meilleures conditions profitent surtout certainement au monde entier. Alors, un autre aspect, c'est cette visite officielle au Népal. Et il faut évoquer que c'est la première fois en 23 ans qu'un président chinois se rend en visite d'État au Népal. Donc, quelle est l'importance, selon vous, de cette visite? Quels sont les résultats les plus tangibles cette fois? Népal, c'est un voisin important de la Chine. Vous savez, c'est un pays qui est enclavé, qui n'a pas d'accès à la mer. Il a deux grands voisins, l'Inde et la Chine. Et le passage
terrestre le plus important, le plus facile entre la Chine et l'Inde. C'est un passage qui passe par le Népal. Vous voyez, donc personnellement, j'ai eu l'occasion de faire un petit parcours terrestre, voilà, au Tibet, jusqu'à la frontière sino-népalaise. Mais j'ai constaté en effet que c'est une route empruntée, voilà, abondamment par les commerçants, par les touristes. Voilà. Et cette fois-ci, il est question de développer davantage les infrastructures qui permettraient d'améliorer, voilà, l'interconnexion, voilà, entre la Chine et le Népal, et qui pourrait certainement faciliter aussi le transport qui se prolonge vers l'Inde. Voilà. Bon, alors je crois que déjà, voilà, depuis ces dernières années, la Chine a fait beaucoup de coopération, voilà, avec le Népal pour développer les infrastructures, surtout à propos des routes, voilà, de systèmes de télécommunication. Sur le domaine de l'énergie, je crois que la Chine a aidé le Népal à construire une centrale électrique aussi. Voilà. Donc il s'est déjà passé beaucoup de choses dans le domaine de coopération entre les deux pays. Voilà. J'ai d'ailleurs, lors de mon voyage au Tibet, constaté qu'il y a beaucoup d'échanges des gens. Voilà, beaucoup de Népalais viennent au Tibet, mais il y a aussi, côté tibétain, beaucoup de touristes chinois, voilà, qui passent par là pour aller visiter le Népal. Donc il y a beaucoup d'échanges. Quelle est l'importance, selon vous, de cette relation entre la Chine et l'Inde ou encore le Népal pour la paix et la sécurité dans la région ou dans le monde? Très important aussi, c'est-à-dire il faut évoquer un autre pays. Voilà, c'est le Pakistan. Et lors de cette rencontre, voilà, les deux chefs d'État, c'est-à-dire le président chinois et les deux dirigeants des deux pays, le président chinois et le premier ministre indien, ont évoqué ce dossier. Voilà. C'est-à-dire, vous le savez, il existe toujours un vieux conflit entre l'Inde et le Pakistan. Et d'ailleurs, il y a peu de temps, il s'est encore produit des incidents sanglants, voilà, entre les deux pays. Voilà. Et juste avant la visite du président chinois en Inde, le Premier ministre pakistanais est venu en Chine aussi, voilà, pour une visite officielle. Voilà, on a évoqué évidemment ce problème de conflit frontalier entre l'Inde et le Pakistan. Bon. Et lors de la rencontre informelle, voilà, les deux dirigeants ont parlé de ceci. Pour nous, les Chinois, alors, notre position est très claire. L'Inde, c'est notre ami. Le Pakistan, c'est aussi notre ami. Alors, nous voulons que nos amis, voilà, entretiennent de bonnes relations. Voilà. Nous voulons bien voir les relations sino-indiennes, voilà, se développer dans les meilleures conditions. Nous voulons aussi développer nos relations avec le Pakistan toujours dans les meilleures conditions. Et nous voulons bien voir les relations entre l'Inde et le Pakistan se développer aussi dans les meilleures conditions. C'est ça notre position qui est claire. Bon. Je pense que des échanges approfondis, voilà, sur les dossiers régionaux, surtout sur ce genre de dossiers délicats, sont très importants. Alors, de toute façon, voilà, cette région aujourd'hui, cette région de l'Asie du Sud, aujourd'hui n'est pas tranquille. Il y a le Pakistan, il y a aussi le problème de l'Afghanistan. Bon, alors, mais la Chine et l'Inde peuvent jouer un rôle très important. Voilà, ce sont deux grands pays, deux acteurs indispensables pour la paix et la sécurité dans la région. Alors, je vous remercie, M. Wu Zexie, merci pour vos analyses. C'est un plaisir. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.